Pouvoir commencer, si vous voulez bien vous installer. Je vous remercie. Alors, je me présente, Christine Pruneau, je suis sénatrice des Côtes-d'Armor et je suis dans la commission, tout comme Jean-Paul Lecoq, à la commission des Affaires étrangères, Défense et Armée. Donc, enfin, une petite parenthèse quand même que vous devez deviner, mais pour nous, en tant que pacifistes, je vous assure que ce n'est pas un cadeau, forcément, d'être dans cette commission. Et en même temps, on est un peu les contres tournés en rond, mais je vous assure qu'on a beaucoup de travail à faire et on a du mal, il faut l'avouer, au niveau de notre influence. Alors, j'ai le plaisir donc d'être modératrice de cet atelier. Donc l'intitulé exact, c'est lutte contre le surarmement, les ventes d'armes aux pays en conflit, le rôle du mouvement citoyen pour la paix. Et je me permettrai d'ajouter, mais je pense que ce sera dans vos interventions, comment gérer les conflits. Quoi faire, comment éviter les conflits, mais dès l'instant qu'il y a eu le conflit, comment, par quelle action, par exemple comme l'aide au développement, entre autres, pouvons-nous gérer ces conflits. Voilà. Donc je passe d'abord la parole à Émeric pour... Ah, excuse-moi Hélène. Oui, c'était pourtant bien entendu dès le départ. Hein. Donc à Hélène pour... je vous en prie Hélène, allez-y. C'est ça? Ok. Tout le monde m'entend bien, là? Oui? Alors, je vais vous parler de la problématique des ventes d'armes, pas des armes nucléaires, mais des armes en général, qui est une problématique qui est connue pour ses effets dévastateurs sur les populations civiles et sur la paix et la sécurité, et qui est aujourd'hui, comme vous l'avez vu, au cœur de l'actualité en France, grâce à des révélations multiples qui ont été faites par des ONG et par des journalistes d'investigation. Le problème de l'utilisation des armes à des fins de commission, notamment de crimes de guerre ou de violations graves des droits humains dans le cadre de répression interne ou sur des théâtres étrangers, n'est pas nouveau. Mais malheureusement, en ce qui concerne la France, il a fallu attendre, plus ou moins, on en parlait déjà avant, mais il a fallu attendre la survenance de la guerre au Yémen pour que la question de la moralité et surtout de la légalité des ventes d'armes fasse irruption véritablement dans le débat public. La guerre au Yémen, comme la plupart des guerres d'ailleurs, est sponsorisée par des États étrangers qui ne sont pas des parties au conflit, mais qui rendent ce conflit possible et assurent sa pérennité en fournissant aux protagonistes, donc aux parties au conflit, ce sans quoi ils ne pourraient pas faire la guerre, à savoir des armes. L'utilisation d'armes françaises par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis dans le cadre du conflit au Yémen est établie. Elle est établie depuis longtemps, grâce notamment aux excellents travaux menés par Amnesty International, entre autres. Mais on a récemment découvert que certaines de ces armes étaient même directement impliquées dans ce qui pourrait être qualifié de crimes de guerre, et j'y reviendrai. Un constat similaire, d'ailleurs, a été fait très largement concernant des armes britanniques, américaines, brésiliennes et autres utilisées dans le cadre du conflit yéménite. Grâce aux enquêtes, encore une fois, menées par des ONG comme Amnesty International, Human Rights Watch, l'Observatoire des armements, mais aussi par des journalistes d'investigation, on a aujourd'hui de plus en plus d'informations sur le transfert d'armes françaises à des pays peu réputés, disons, pour leur respect scrupuleux des droits de l'homme et du droit de la guerre. Je citerai notamment l'Égypte, le Cameroun et le Maroc, mais je pourrais en citer bien d'autres. Ces découvertes, en l'occurrence peu reluisantes pour la France, entre autres pays fournisseurs d'armes, soulèvent de nombreuses questions. Parmi ces questions, la première, comment a-t-on pu en arriver là, à retrouver des armes françaises sur des scènes de crimes de guerre ou en tout cas aux mains de forces de sécurité, que ce soit des forces armées ou autres, qui commettent des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Donc comment a-t-on pu en arriver là? Autre question, la fourniture d'armes à des pays qui commettent des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et ou du droit international humanitaire, est-elle seulement moralement douteuse ou est-elle aussi potentiellement illégale? Et enfin, comment enrayer la machine? J'apporterai un début de réponse et mes collègues le détailleront plus largement. Il faut revenir au cadre juridique français pour comprendre un peu mieux le processus de vente d'armes. En France, on a un principe qui est l'interdiction d'exportation de matériel de guerre.
Interdiction qui, bien évidemment, souffre une exception, à savoir le cas de l'octroi d'une autorisation express, donc d'une licence d'exportation de matériel de guerre, signée par une autorité compétente, dans la plupart des cas par le Premier ministre, pour ce qui est des armes, du matériel de guerre et non pas du matériel à double usage. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Alors, comment ça se passe pour obtenir cette licence ? Selon le Code de la Défense, une entreprise française qui souhaite exporter du matériel de guerre doit en faire la demande à la Direction générale de l'armement, qui dépend donc du ministère des Armées, et la demande est ensuite examinée par ce qu'on appelle la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre, appelons-la la CIEMG, qui est présidée par la secrétaire générale de la Défense et de la Sécurité nationale, et qui est composée d'un représentant du ministère des Armées, un représentant du ministère des Affaires étrangères et un représentant du ministère de l'Économie. La CIEMG, donc, étudie la demande d'exportation et rend un avis, donc ce n'est qu'un avis, au Premier ministre, qui ensuite décide de signer ou non la licence. Le Code de la Défense ne prévoit, et on y reviendra, c'est un vrai problème, ne prévoit pas quels critères précis doivent être pris en compte par la CIEMG et par le Premier ministre pour autoriser ou non une exportation d'armes à l'étranger. On se doute bien que les intérêts financiers, diplomatiques ou encore les intérêts de l'exportation pour la lutte contre le terrorisme sont très certainement largement pris en compte, mais les autorités sont aussi et surtout tenues de respecter le droit international ratifié par l'État, à savoir le traité sur le commerce des armes, entré en vigueur en France en 2014, et dont la France a été un des fers de lance d'ailleurs, et la position commune de l'Union européenne, adoptée en 2008 et qui s'impose donc aux États européens depuis cette année-là. Et ces deux textes ont en commun de prévoir des critères dont l'État doit tenir compte au moment où il doit évaluer une demande d'autorisation d'exportation de matériel de guerre. Je résumerai à la hache ces deux textes. Ils ont en commun le fait d'interdire aux États d'autoriser l'exportation de matériel de guerre s'il existe un risque que ce matériel soit utilisé pour commettre ou faciliter des violations graves du droit international humanitaire et des droits humains. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, et je rappelle, qu'en France, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, le droit international prime sur le droit national. Donc qu'est-ce que ça signifie, l'adoption de ces deux textes ? Peu importe qu'une exportation soit opportune sur les plans financiers, diplomatiques et sécuritaires, s'il existe un risque que les armes soient utilisées pour commettre des violations graves du droit international humanitaire et autres crimes de guerre ou des violations graves des droits de l'homme, on n'autorise pas l'exportation. Alors comment expliquer qu'on continue à exporter du matériel de guerre à des pays répressifs et ou en guerre, certains font les deux, comme l'Arabie Saoudite par exemple, et qui sont soupçonnés de commettre des violations graves des droits de l'homme ou du droit international humanitaire? La réponse est à la fois complexe et peut-être résumée très simplement, c'est que les ventes d'armes sont une activité commerciale extrêmement rémunératrice, hautement stratégique, pour la France et aussi pour les entreprises de défense, bien sûr, mais surtout pour la France, et c'est surtout un commerce totalement opaque. Les délibérations de la CIEMG, les avis rendus par la CIEMG au Premier ministre, sont confidentiels et les licences sont aussi confidentielles. Et bien évidemment, les livraisons d'armes se font généralement dans le plus grand secret, sauf quand des journalistes ou des ONG obtiennent des informations sur, par exemple, un bateau qui vient au port du Havre, c'était au Havre le dernier, pour charger des armes à destination de l'Arabie Saoudite. Donc, hors ce cas de figure, les livraisons d'armes sont secrètes. Contrairement à d'autres pays plus transparents sur leurs exportations d'armement, il est très difficile en France de savoir, grosso modo, quelles armes on vend, à qui et pour quel usage. Le gouvernement maintient le plus grand secret. En France, le contrôle démocratique, et notamment le contrôle parlementaire sur les exportations d'armes est quasiment, voire totalement inexistant, et je sais qu'Aymeric reviendra plus largement dessus dans son intervention. On ne peut donc compter que sur les ONG et les journalistes, en gros, pour savoir ce qui se passe, ce qui est d'autant plus aberrant que le commerce des armes n'est pas une activité économique anodine, c'est une activité qui peut avoir des conséquences hautement létales et qui a donc besoin d'être réglementée très strictement. À partir de ce qu'on sait des exportations d'armes françaises, on ne peut que constater que les autorités françaises, a priori, font primer leurs intérêts économiques, sécuritaires et stratégiques sur leurs engagements internationaux. Est-ce que c'est légal ? Comme évoqué précédemment, donc, le TCA, donc le traité sur le commerce des armes et la position commune de l'Union européenne, posent des obligations aux États qui ne sont pas facultatives, ce sont des critères tout à fait contraignants,
Donc ils disent, je le rappelle, que s'il existe un risque que les armes soient utilisées pour commettre des violations graves du droit international humanitaire ou des droits de l'homme, on n'autorise pas l'exportation. Je précise que l'évaluation doit se faire arme par arme, sauf le cas, comme en Allemagne par exemple, qui a décidé de suspendre toute exportation d'armes à l'Arabie Saoudite au vu de ce qui se passe, et donc ne fait plus d'évaluation arme par arme. Sinon, normalement, l'évaluation se fait selon le type d'arme dont on demande l'autorisation d'exportation. Le problème, c'est que aujourd'hui, en tout cas dans le contexte actuel, lorsqu'on vend des armes à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis ou à l'Égypte, ou à d'autres pays que j'ai cités tout à l'heure, on ne peut que constater qu'il existe bel et bien un risque que les armes soient utilisées pour commettre des violations graves du droit international humanitaire ou des droits de l'homme. Vu l'arsenal utilisé par les forces armées dans ce pays, qu'on vende un char, qu'on vende un navire de guerre, qu'on vende des mitraillettes à l'Arabie Saoudite, par exemple, il existe un risque que ces armes soient utilisées dans le cadre du conflit yéménite, et notamment pour commettre des violations graves du droit international humanitaire. Donc, a priori, les licences d'autorisation d'exportation de matériel de guerre à ces pays, et à d'autres pays encore, en tout cas certaines licences d'autorisation d'exportation de matériel de guerre, sont contraires aux engagements internationaux de la France, et peuvent donc, en théorie, être attaquées devant le tribunal administratif. Une licence, c'est un acte administratif, une décision signée par le Premier ministre, qui peut être attaquée devant un tribunal administratif. C'est ce qu'ont tenté, et c'est ce que tentent toujours de faire des ONG comme Acer et la CAT, qui sont confrontés à des obstacles sur lesquels on pourra revenir. Je précise que quand on attaque une licence, il n'y a pas besoin de prouver que le risque s'est matérialisé, que effectivement des violations graves ont été commises avec l'utilisation de cette arme, puisque l'évaluation du risque doit se faire, le Premier ministre doit la faire, cette évaluation du risque, avant de signer la licence. Donc il n'y a pas besoin, pour dire qu'une licence est contraire aux engagements internationaux de la France, il n'y a pas besoin de prouver qu'effectivement l'arme a été utilisée pour commettre une violation grave des droits de l'homme ou du droit international humanitaire. Ceci étant, quand on obtient cette preuve, ce qui arrive, et j'en donnerai deux exemples, quand on obtient cette preuve, alors là, les choses se gâtent pour le gouvernement français et potentiellement pour l'entreprise qui a fabriqué et exporté l'arme, car dans ce cas de figure, non seulement la responsabilité de l'État français peut être engagée et peut être mise en cause par les victimes qui sont mortes ou qui ont été blessées par l'arme dont le Premier ministre a autorisé l'exportation, mais c'est aussi la responsabilité pénale de l'entreprise de défense qui a exporté l'arme qui peut être engagée. Je donnerai deux exemples concrets, l'un qui a été porté devant la justice française, l'autre qui pourrait l'être. En 2014, on a retrouvé à Gaza, sur 3 scènes de crimes de guerre, qui ont fait des victimes civiles, une pièce de fabrication française, c'est un capteur potentiométrique. C'est un capteur potentiométrique, ça aide le missile à se repérer dans l'espace et à mieux cibler sa cible. Alors, tout dépend quelle est la cible. On a retrouvé ce capteur potentiométrique Made in France, fabriqué par l'entreprise Eurofarad, qui s'appelle aujourd'hui Excelia Technologies. On l'a retrouvé sur 3 scènes de crimes de guerre. On sait qu'Israël commet des crimes de guerre par frappe aérienne dans la bande de Gaza depuis très longtemps. C'est très largement documenté et dénoncé par les Nations Unies et par les différentes ONG de droits de l'homme et même les ONG humanitaires depuis de très nombreuses années. Malgré cela, malgré ce fait qui est connu de tous, le gouvernement français a continué à autoriser l'exportation de pièces, de matériel de guerre, puisqu'un capteur c'est un matériel de guerre, pouvant être utilisé, présentant un risque d'être utilisé à l'encontre de populations civiles. Malgré cette connaissance encore, l'entreprise de défense française concernée a choisi de livrer, d'honorer son contrat et de continuer à livrer cette pièce à ce qu'on pensait être une entreprise de défense israélienne qui a donc assemblé la pièce au sein d'un missile qui a frappé des familles et notamment des enfants. Pourquoi c'est important de mentionner cet exemple? C'est parce qu'en 2016, on a déposé une plainte au nom de la famille, une plainte devant la justice française pour complicité de crimes de guerre contre l'entreprise. Je ne peux pas vous en dire plus parce que l'instruction judiciaire est en cours, mais il y a une instruction judiciaire en cours qui aboutira peut-être, en tout cas on l'espère, à une mise en cause de la responsabilité de l'entreprise qui a choisi, connaissant le contexte à Gaza, de continuer à fournir du matériel de guerre à Israël, sachant que ce matériel de guerre pourrait être utilisé pour commettre des violations graves du droit international humanitaire et autres crimes de guerre à Gaza.
Autre exemple que je mentionnerai, les révélations faites dans les médias il y a 2-3 semaines, et après j'en terminerai. J'ai encore plein de choses à dire, mais on pourra en discuter pendant les questions. Autre exemple, on a obtenu la preuve de l'utilisation de navires de guerre français, saoudiens et émiratis pour mettre en œuvre le blocus naval au Yémen. Blocus naval qui, à plusieurs égards, on pourrait y revenir sur la qualification juridique, peut être considéré comme étant constitutif d'un crime de guerre. Ces navires de guerre français ont été, pour la grande majorité d'entre eux, livrés bien avant ou bien avant le début du conflit, mais font l'objet, et on continue de faire l'objet après le début du conflit, d'un maintien en condition opérationnelle, d'une maintenance, par des entreprises de défense françaises qui donc savaient l'usage qui a été fait de ces bateaux, étaient au courant, puisque ça a été très largement dénoncé depuis le tout début du conflit, étaient au courant des conséquences humanitaires dramatiques de ce blocus naval sur les populations yéménites, les populations civiles yéménites, et ont continué de fournir de la maintenance. J'en terminerai, et on pourra y revenir si vous avez des questions. Comment enrayer la machine de guerre? Donc mes collègues vont le détailler plus largement. Évidemment, aussi parce que c'est mon travail, mais surtout parce que j'y crois, l'une des façons d'enrayer cette machine, c'est le contentieux, c'est d'obtenir le respect du droit, d'obtenir le respect des engagements internationaux de la France, donc à travers des activités contentieuses, contentieux administratifs pour contester la légalité des licences, ou contentieux pénal pour mettre en cause la responsabilité des entreprises si effectivement un crime a été commis avec des armes qu'elles ont fournies. Je terminerai en disant que ce contentieux est très compliqué et confronté à de nombreux obstacles que je pourrais vous détailler, mais qu'il a au moins le mérite de rappeler aux vendeurs d'armes et au gouvernement français qu'il ne s'agit pas que les ventes d'armes ne sont pas un commerce comme les autres, mais qu'il y a des vies, les vies de la population civile qui sont en jeu. Alors et maintenant, si Aymeric, vous êtes prêt? Ouais. Pour Amnesty International, donc 10 minutes si vous pouvez, ce serait bien. Merci. Je vais essayer. Bonjour à tous. Alors naturellement, tout d'abord, je tiens à remercier donc les députés Jean-Paul Lecoq et Fabien Roussel pour leur invitation. Donc à l'heure où la question des ventes d'armes n'a jamais suscité autant de réactions en France. Mais il est vrai que le conflit au Yémen et les ventes d'armes de la France à la coalition militaire, dirigée donc par l'Arabie Saoudite, accusée de violations généralisées et systématiques du droit international, n'ont jamais fait autant parler d'elle depuis mars 2018. Et en particulier depuis qu'un député de la majorité, Sébastien Nadeau, ancien député de la majorité En Marche, a osé proposer la mise en place d'une commission d'enquête. Aujourd'hui, cette proposition de résolution appelant à une commission d'enquête n'a toujours pas été adopté. Et l'on constate que quand l'on met en cause le gouvernement, ce sont finalement les médias et les ONG qui sont finalement mis en cause, puisque, vous le savez tous, le média Disclose qui a révélé le 15 avril 2019 le document de la direction du renseignement militaire a été entendu par la DGSI et fait l'objet de poursuites. Et nous venons d'apprendre hier que c'est une ONG, cette fois-ci, qui sera entendue par la DGSI, donc l'ONG Hazer que tu as cité, suite dans le cadre de sa plainte déposée devant le juge administratif pour faire annuler les licences d'exportation accordées par la France à l'Arabie Saoudite. Donc les médias sont inquiétés. Les ONG, maintenant, sont inquiétés lorsque l'on parle de vente d'armes. Moi, je travaille à Amnesty International depuis près de 15 ans et je n'ai jamais assisté à un tel intérêt portant sur la légalité des ventes d'armes de la France. Le suivi des navires Barry, cette année, vous vous en souvenez tous, le Barry au port du Havre, c'était le Barry Tabouk et le Barry Yambou par la suite au port de Marseille. Le fait que ces navires n'ont jamais pu charger leur cargaison d'armes marque un tournant, selon nous, dans le traitement actuel du sujet. Ce fait témoigne de la solidarité et de la compréhension d'un même enjeu de la part d'acteurs aussi différents que sont les hommes et les femmes politiques, les ONG, les médias et les syndicats. Je rappellerai que le député Jean-Paul Lecoq s'était déplacé au Havre pour protester vis-à-vis du chargement attendu du Barry Tabouk, chargement attendu avec des canons César. Mais il reste beaucoup à faire pour consolider et installer durablement un véritable débat sur les ventes d'armes en France, un débat constructif. La société civile est mobilisée plus que jamais. À ce jour, les ONG suivantes, Amnesty International France, Oxfam France et Some of Us, ont réuni plus de 200 000 signatures appelant le président de la République à cesser les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Il pensait au cabinet des affaires étrangères qu'il n'y avait que 15 000 signatures réunies. Et s'il n'y a que 15 000 signatures, le poids
Oui, et s'il n'y avait que 15 000 signatures réunies, cela témoignait du faible intérêt de la société civile et de l'opinion publique sur le sujet. Bon, on est à plus de 200 000 signatures pour une pétition appelant le président de la République à suspendre les transferts d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. C'est dans ce contexte que je le rappelle que le 3 septembre, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, dans le cadre du rapport du groupe d'experts éminents sur le Yémen, pointait du doigt les ventes d'armes de la France, pointait leur légalité, et le risque que la France se montre complice en vendant des armes et en continuant à vendre des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Alors d'autres ONG ont choisi la voie du contentieux et c'est heureux. D'autres, comme la nôtre, continuent leur action de sensibilisation, d'action et de plaidoyer. Nous venons de lancer, nous, la campagne nationale Silence on armes, pour qu'enfin le gouvernement fasse plus de transparence sur le sujet et que le Parlement joue un rôle de contre-pouvoir sur les décisions d'exporter des armes décidées par le seul pouvoir exécutif. Mais avant d'aller plus loin, je rappellerai que notre organisation, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1977, n'est pas une organisation pacifiste, je tiens à le rappeler. Et si nous sommes engagés principalement sur les transferts d'armes classiques, il va de soi qu'Amnesty International n'en soutient pas moins le fait que le traité d'interdiction des armes nucléaires ait été adopté et soutient ICAN dans l'entrée en vigueur de ce traité novateur. Les armes nucléaires sont les armes les plus destructrices et les plus inhumaines jamais conçues. Leur utilisation provoquerait des souffrances inacceptables parmi les civils, tant en raison de l'ampleur des dégâts immédiats qu'elles causent qu'en raison du risque de retombées radioactives. Les conséquences humanitaires, environnementales d'un recours aux armes nucléaires seraient catastrophiques. Des frappes de cette nature bafoueraient inévitablement le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits humains. Nous, Amnesty, nous mobilisons depuis plus de 20 ans sur le commerce des armes. Notre ONG est partie d'un constat simple, le coût humain lié à la prolifération des armes, leur trafic illicite et leur commerce irresponsable. Le niveau de souffrance humaine causé par des ventes d'armes incontrôlées est incommensurable. En moyenne, près d'1 millier de personnes meurent chaque jour des suites directes de la violence armée. Beaucoup plus nombreuses encore sont les personnes blessées, endeuillées, violées, déplacées par des forces de sécurité officielles, des groupes armés, des bandes criminelles et d'autres individus armés. Un grand nombre de personnes, hommes, femmes, vieillards, enfants, meurent des conséquences indirectes des conflits armés. Effondrement de l'économie, infrastructures de santé et de sécurité dévastées, maladies et famines. Les femmes sont particulièrement touchées. On constate aussi des conséquences disproportionnées sur les enfants, les jeunes et les réfugiés. Dans certains pays, des mineurs sont recrutés dans les forces et les groupes armés et contraints de participer au combat. De nombreux conflits armés sont actuellement en cours dans le monde, vous le savez. En 2016, les conflits armés ont tué plus de 100 000 personnes. Et un nombre incalculable d'autres ont été mutilés, torturés, violés, déplacés de force ou ont subi d'autres graves atteintes à leurs droits fondamentaux. À la fin de l'année 2016, c'était 65 millions de personnes déplacées à travers le monde à cause des conflits et qui n'avaient toujours pas pu rentrer chez elles. Ce chiffre n'a jamais été atteint auparavant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Notre travail consiste à recueillir des informations, nous, sur les violations du droit international commises lors des conflits armés, quels qu'en soient les auteurs ou qu'elles aient lieu, et nous menons campagne pour y mettre un terme. Notre organisation apporte également un soutien aux victimes dans leur quête de justice et de respect de l'obligation de rendre des comptes auprès des autorités nationales mais aussi internationales, comme la CPI. L'accès facile aux armes n'encourage pas seulement les violations des droits humains et du droit international humanitaire, il accroît aussi la menace exercée par des groupes armés et par le crime organisé. C'est particulièrement le cas pour les armes légères et de petit calibre, qui à une époque étaient qualifiées par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, les armes de destruction massive de ce siècle. Beaucoup de mesures doivent être prises par les gouvernements pour s'attaquer aux causes des conflits, car les armes elles-mêmes ne créent pas la violence. Mais leur disponibilité contribue grandement, évidemment, à augmenter les meurtres, les souffrances et la peur. Un contrôle des ventes d'armes constitue dès lors une priorité. C'est pourquoi, pendant 20 ans, on s'est mobilisé. Notre organisation et d'autres avons travaillé à ce que soit adopté le code de conduite de l'Union européenne en 1998, qui est l'ancêtre de la position commune de l'Union européenne, adopté en 2008, ainsi que le traité sur le commerce des armes. Alors, le traité sur le commerce des armes dont a parlé Hélène n'est pas la panacée. Il ne répondra pas à toutes les problématiques. Mais il représente un instrument de premier ordre pour cesser d'alimenter des conflits où le droit international est bafoué. Le TCA, c'est un traité international qui fixe pour la première fois des interdictions dans le but de mettre fin aux transferts entre États membres, entre États et vis-à-vis des groupes armés également, de munitions, d'articles connexes, lorsqu'on sait qu'ils seront utilisés pour commettre ou faciliter un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Alors les crimes de guerre, aujourd'hui, on en parle, on prend le petit déjeuner, on écoute la radio, et on a l'impression que les crimes de guerre, il y en a partout dans le monde. Effectivement, il y en a partout dans le monde, et on a l'impression que c'est une banalité. Moi, je tiens à rappeler qu'on a créé la Cour pénale internationale, et la France y a participé d'ailleurs, justement pour éradiquer ces crimes. On ne parle pas de vol à l'étalage, on parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide, des pires crimes qui ont justifié la création de la Cour pénale internationale. L'intérêt du traité, c'est d'évaluer, d'imposer aux États, non pas d'interdire le commerce des armes, mais de prévenir la commission d'atrocités. Donc les États ont l'obligation d'évaluer le risque majeur que les exportations d'armes ne contribuent pas à de graves violations du droit international humanitaire et relatifs aux droits humains.
Alors évidemment, dans ce cadre-là, nul n'est besoin d'avoir la preuve que des armes françaises aient déjà servi à commettre ou faciliter des atrocités. Le traité n'aurait aucun sens. Le traité vise à prévenir la réalisation des atrocités. On ne va pas attendre, comme le dit Madame Florence Parly, que des armes, on ait la preuve que des armes françaises aient tué des civils pour interrompre les exportations. Une règle de droit n'existe pas seulement par elle-même, mais parce que le fait qu'on la fasse vivre, comme le montrent les efforts déployés aujourd'hui encore par le CICR, ou pour rappeler sans cesse les règles du droit de la guerre, ou Amnesty International, le droit international des droits de l'homme. Une règle de droit doit être invoquée pour lui donner toute sa force, mais il faut aussi avoir accès à l'information. L'information, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, les données fournies par le ministère des Armées, dans le cadre de son rapport annuel au Parlement, sont bien trop parcellaires pour conclure que la France respecte les engagements internationaux et n'exporte pas d'armes, équipements, formations, prestations techniques, munitions, qui ne servent pas à commettre des atrocités. Je défie quiconque, à la lecture du rapport annuel au Parlement produit par le ministère des Armées, de savoir exactement ce que l'on exporte, à qui, pourquoi faire, dans quelles conditions et avec quelles garanties. Les fameuses garanties exposées par le président de la République. J'ai presque fini. Quant au rapport fait par la France dans le cadre du traité sur le commerce des armes, puisque la France a cette obligation-là, il n'est même pas transmis aux parlementaires. Comment sans information contrôler? Comment contrôler si la démarche n'est pas faite non plus de se renseigner, de s'informer? L'information, c'est le cœur du sujet pour confronter les faits à la règle de droit. Ainsi, il est vital que le Parlement, aujourd'hui, aux côtés de l'opinion publique, de la société civile, pèse sur le gouvernement pour que celui-ci améliore sa transparence, qu'il contrôle et que le Parlement contrôle les ventes d'armes au moins a posteriori, dans un délai permettant de s'opposer à la délivrance d'une licence d'exportation. Le contrôle des ventes d'armes est un exercice qui doit être quotidien, qui appelle le développement de compétences et un changement de culture au niveau parlementaire. Car à ce stade, comme l'a montré l'attitude du gouvernement, rien, mais absolument rien, ne permet d'affirmer que la France respecte ses engagements internationaux, qu'il s'agisse de l'Égypte ou du conflit au Yémen. Pourquoi au Royaume-Uni et en Allemagne, pour ne citer que, les parlementaires posant des questions précises sur les ventes d'armes ont des réponses précises? Pourquoi en France, on nous parle de baguettes de pain, de BITD, d'indépendance stratégique, etc. Mais jamais de droit international, ce droit créé pour protéger les individus de la folie meurtrière ou de l'inconséquence des États. Sans mobilisation des parlementaires, ainsi que de la société civile, des médias, rien ne changera. Ils auront un rôle à jouer fondamental pour l'avenir, c'est notre conviction, afin que la mission d'information, notamment, qui a été créée sur le contrôle des exportations d'armement au sein de l'Assemblée nationale, donne des résultats satisfaisants, ou encore pour faire adopter une commission d'enquête sur le Yémen. Merci. Merci beaucoup, Émeric, pour votre efficacité et votre maintien des 10 minutes. C'était parfait. Vous n'avez pas entendu? Ah mince alors. Bon, je recommence. Bon, refaire, on va faire un effort. Là, on va faire un effort. Mais donc là, on passe la parole à Roland, qui représente, quelqu'un que je connais bien, qui représente le mouvement de la paix au niveau national et particulièrement aussi en Bretagne et au niveau international, on va dire. Bon. Voilà. Donc, à toi. C'est vrai que je suis d'abord militant en Bretagne, avec quelqu'un qui voulait savoir où étaient les armes nucléaires. Et bienvenue en Bretagne. En pleine rade de Brest, vous avez ce qu'il vous faut, 90% des armes nucléaires et un nombre quand même assez important, au moins 8 centrales nucléaires, puisqu'il y en a 2 par sous-marin, donc il y en a un qui ne marche pas. Hein. Et donc à peu près 90% des armes nucléaires, mais autrement, la presqu'île de Crozon est magnifique. Donc moi, je pense qu'il est intéressant dans cette tribune ici, comme ce qui s'est passé ce week-end, c'est qu'on a des associations, des courants de pensée qui sont un peu différents, qui travaillent différemment, certains sur le droit et d'autres qui sont plus dans des actions traditionnelles, peut-être que les gens qui sont ici ont plus l'habitude d'alerte par la manifestation, l'action politique et de masse de l'opinion publique. Et je crois que c'est intéressant et moi je pense repartir de ce qui s'est passé ce week-end justement. Ce week-end, en repartant des luttes, c'était la journée internationale de la paix le 21 septembre. Les Nations Unies avaient dit action climatique, action pour la paix, et en même temps, c'était le même jour d'une mobilisation mondiale pour le climat. Et ce qui s'est dit, ce qui s'est fait ensemble est quelque chose qui porte loin. C'est une sorte, pour moi, d'insurrection des consciences qui s'est faite et qui, sur le thème paix, justice sociale, protection de la planète
désarmement nucléaire, mais des ponts qui, à mon avis, ne sont pas prêts de se disloquer, même s'ils doivent être travaillés. Et avec une idée simple, c'est qu'aucun des problèmes qui ont été posés ce week-end ou qui sont posés sur la justice sociale ou sur le climat ne peuvent être résolus sans une diminution drastique des dépenses d'armement. Aujourd'hui, 1830 milliards de dollars, retenez bien ce chiffre, 1830 milliards de dollars tous les ans pour la production d'armement et de dépenses militaires. Pendant le même temps, les dépenses des Nations Unies pour la paix, 8,7 milliards. Donc il faut bien prendre ces chiffres, y compris dans les critiques parfois justes vis-à-vis des Nations Unies, voilà, mais qui donnent des... Alors autrement, un optimisme quand même. On a parlé des armes nucléaires. Aujourd'hui, 78% des Français sont pour que favorables, c'est le sondage qu'on a mené au Mouvement de la Paix avec le journal La Croix, sont favorables à ce que la France s'engage résolument dans le désarmement nucléaire. 68% sont favorables à ce que la France, aujourd'hui, signe le traité d'interdiction des armes nucléaires. Et comme pour le travail qui est fait par nos amis juristes ou Amnesty ou le TIAN, etc., il faut vraiment que, et c'est notre rôle un petit peu en tant que mouvement de la paix et d'autres, il y a 150 organisations dans le collectif En Marche pour la paix, eh bien qu'on intervienne, on fasse intervenir massivement la population. Sans quoi le travail absolument merveilleux qui est fait par les juristes ou par les journalistes de Disclose, qui sont sur le terrain en train de regarder, observer ce qui se passe, eh bien c'est du gâchis. Et donc, voilà. Donc je pense que c'est bien d'ailleurs, pour favoriser ça, pour faire la liaison avec le débat qui vient de se terminer, le Mouvement de la Paix vient d'envoyer hier soir une lettre à 34 000 maires pour saisir tous les conseils municipaux et 40 000 mails sont partis dans toute la France demandant aux gens qui nous ont soutenus sur des pétitions d'intervenir auprès des maires pour qu'il y ait un débat au niveau le plus bas de la démocratie française, c'est-à-dire de la commune, pour ce que disait Ariel tout à l'heure, que les municipalités comme New York, Berlin, Berne, mais aussi Saint-Denis, etc. en France, eh bien, se positionnent et ça fera un débat politique auquel on appelle tout le monde à participer. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu sur le commerce des armes, le TCA. Alors, je vous recommande de lire vraiment « Mon pays vend des armes ». Mon pays vend des armes. Je ne vais pas dire grande chose techniquement parce que entre ce que vous avez dit et ce que dit Anne Poiret dans ce livre, il faut vraiment le lire pour croire tout ce qui se passe. C'est-à-dire que, comme tu le disais, les élus mis complètement sur la touche. Alors, si d'abord, ça a augmenté. Nous, on a vraiment le meilleur des meilleurs, c'est-à-dire, comment il s'appelle déjà, je ne me rappelle plus, le ministre des Affaires étrangères, j'oublie son nom. Ah oui, Le Drian, voilà. Donc, le budget augmente tous les ans, 13%. Il a créé au sein du ministère de la Défense une équipe qu'il appelle l'équipe de France. L'équipe de France, pour vendre des armes, et c'est pas l'éthique qui le soucie tellement. Hein. Donc, si on regarde ce qui se passe, ce qui est dit dans ce bouquin, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on soit derrière vous, parce que sans ça, ils en ont rien à faire, ni du droit, ni de rien. En fait, c'est assassinat, commission, rétrocommission, absence de sanctions quand il y a des trucs, les parlementaires hors jeu, les pots de vin, le financement des campagnes électorales, des journaux comme Le Figaro ou Valeurs Actuelles, l'affaire Khashoggi, alors là, voilà, c'est le top. Et alors, ce que j'ai trouvé le mieux, c'est dans les vedettes de Taïwan, la seule personne qui a été inquiétée, c'est le juge, en fait, Van Ruynbeck, qui, en fait, a eu l'outrecuidance d'aller se renseigner où il fallait pas. Et il n'aurait pas dû le faire. Et c'est lui qui a eu, pendant, elle le dit dans ce bouquin, plusieurs années à se défendre, lui, qui essayait de faire valoir la liberté. C'est dire l'impunité et la force du lobby militaro-industriel que dénonce bien Pierre Jox, qui a été aussi aux affaires, mais qui dit... le commerce des armes est un des domaines dans lequel la corruption est la plus développée. Les décisions d'achat sont prises par des hommes seuls, les chefs d'État ou de leurs proches, souvent le ministre de la Défense. Sur les contrats, des centaines de millions, voire des plusieurs milliards, une petite commission microscopique, mais ce sont des flots d'argent, des bénéficiaires entre les bénéficiaires finaux, les intermédiaires qui au passage grappillent quelque chose. La corruption la plus choquante est celle pratiquée à grande échelle par un ministre. Mais des gens qui vont porter à des petites valoches, vous savez, $1 million, ça tient dans une serviette ou un sac de dames. Et puis il y a ceux qui... Voilà. Et il dit, ce sont les choses qui est difficile à décrire sans s'exposer très rapidement à des poursuites, à la diffamation. Pire, cette vente d'armes, c'est un cancer pour notre société. Voilà. Quelqu'un qui était au cœur du système. Il va falloir que j'aille plus vite. Hein. Alors, au nom de quoi ? En fait, il y a 3 idées qui sont avancées.
Alors, dans un cynisme terrible, parce qu'ils n'en ont rien à faire, il faut vendre, parce que, en fait, bon, je vois des gens qui parlent souvent du livre blanc de la défense, tout est dit dans le livre blanc de la défense. Il y a 2 ou 3 phrases, il y en a une qui est dit « la production d'armes et la vente d'armes est un élément de la compétitivité de la France ». Voilà. Et à partir de là, les raisonnements juridiques, éthiques, stratégiques et l'intérêt, la lutte contre le terrorisme, c'est ce qu'ils nous disent. C'est la souveraineté nationale en premier. Maintenant, il paraît, tu m'as dit, qu'ils n'en parlent même plus. Mais avant, c'était quand même la souveraineté nationale. On doit exporter beaucoup d'armes pour en avoir des très puissantes et modernes, parce que nous, autrement, avec notre petit budget, on ne peut pas se les payer. Donc, on vend à n'importe qui pour assurer notre sécurité et avoir des armes performantes. Bon, on en reparlera après. Le deuxième, c'est l'emploi, en gros 220 000 salariés revendiqués dans le secteur. Ensuite, combattre le terrorisme. Voilà. Alors, je reviens sur ces 3 thèmes. On nous dit souveraineté nationale. Mais dans le même temps, quand on discute avec les travailleurs de Thales, ou nous en Bretagne, on a eu le CNET qui a été créé, Alcatel et compagnie, les fleurons de l'industrie électronique, tout ça a été bradé, tout ça a été vendu à General Electric ou autre. Et aujourd'hui, les matériels médicaux, on les achète à General Electric aux États-Unis ou à Siemens en Allemagne. Où est la question de la souveraineté nationale quand en bourse, on brade le potentiel le plus important d'un pays et ensuite on dit qu'il nous faut des armes pour disons, la souveraineté. Donc là, voilà. En plus, on donne à l'étranger des technologies qu'on a, on vend des licences avec les brevets, etc. D'autant que maintenant, bon, où l'Inde ou l'Australie ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils disent, vous nous donnez le truc et le savoir-faire, et on va le faire chez nous. On nous a fait, par exemple, par les fameux sous-marins qui ont été envoyés en Australie, un marché du tonnerre, etc. Mais en fait, tout est construit en Australie. Donc, bon, voilà, ça limite un peu les choses. Bon, j'ai dit le livre blanc, ce qu'il avait dit, et c'est Quiles qui dit bien les choses. En tant que ministre, il va, quand il est élu, donc ça devait dans les années 80, l'Union de la gauche, etc., il va aux États-Unis et il va dire à Reagan, votre truc de guerre des étoiles, on n'en veut pas, c'est trop grave, on n'en veut pas. Le lendemain, il a dans son bureau Lagardère. Lagardère vient lui dire, mais attendez, ça va pas, vous avez vu ce que vous avez dit à New York, vous n'avez pas défendu les intérêts de la France. Il voulait dire, bien sûr, les intérêts de Lagardère et des vendeurs d'armes. Alors, en plus, on nous dit, c'est pour combattre le terrorisme. Mais tout le monde sait, à première partie, Villepin le dit lui-même, c'est l'Occident qui a créé Daesh. C'est à chaque fois qu'on a créé des guerres, on a fait la guerre en Irak contre la vie illégalement, etc. On a fait du Moyen-Orient une poudrière et une mare de sang, et on a créé Daesh, et aujourd'hui on nous dit on vend des armes à l'Égypte, à la Turquie, à je ne sais qui, pour combattre Daesh. Donc là aussi, les ventes d'armes, ils alimentent les conflits, parce qu'elles s'inscrivent, ces ventes d'armes, dans une logique mortelle de militarisation des relations internationales qui contribue au montant qu'on sait des dépenses d'armement. Alors, même en termes de droit international, que les armes nucléaires sont illégales et qu'au vu du TNP, on ne doit favoriser en rien la prolifération, le commerce nous fait quand même vendre des mirages à des pays dotés de l'arme nucléaire qui vont pouvoir installer l'arme nucléaire sur des mirages. Donc c'est une violation totale du droit international. Donc on est lancé dans une course concurrentielle pour décrocher des marchés, n'importe où, n'importe comment, du moment que ça rapporte. Et en plus on nous dit ça rapporte. Mais non, pas tant que ça. Parce que l'Union européenne donne des subventions à Tarlaligo. Moi, j'étais dans mon boulot responsable du service de la recherche et de la valorisation de la recherche dans une grande université pluridisciplinaire. Mais les 3/4 des électroniciens travaillaient pour le M51, pour guider les missiles nucléaires, mais qui les paye? Mais il n'est pas dans le budget de l'armée, c'est dans le budget de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, du CNRS, de l'INRIA. Et donc, ça ne leur coûte pas si cher que ça. Les sous-marins à l'Australie, j'ai dit. Alors, il y a quelqu'un qui tire la conclusion, c'est Isumi Nakamitsu, haut représentant des Nations Unies pour le désarmement, qui dit en avril 2018 « Les dépenses militaires ont doublé, mais n'ont pas rendu le monde plus sûr. » Donc, on dépense, mais on n'arrive pas au but proposé. Et en plus, il faut quand même parler des guerres et des migrations, des millions de personnes qui sont conduites sur le chemin de l'exil dans des violences
incroyable. Et là, alors là, on met des outils juridiques et on remet de l'argent pour empêcher les migrants. Enfin, vous connaissez tous les dispositifs. Donc, je pense que tout ça doit cesser. Il faut en revenir au droit, à la raison. Et il faut aussi beaucoup formuler des propositions alternatives. Naomi Klein, que vous connaissez peut-être, a écrit un bouquin, je trouve pas mal, qui dit « Aujourd'hui, il ne suffit plus de dire non ». Alors, je ne sais pas si Jean-Paul Lecoq est là, mais je disais... Ouais, voilà. On attend aussi, c'est un parti politique, on attend aussi de construire des alternatives. Je ne dis pas qu'elles sont sur la table et faciles à construire, mais on attend, parce que derrière tout ça, c'est un projet de société autre que je vais développer un petit peu sur les alternatives. Et on a travaillé sur les alternatives, on a commencé un peu. Alors je voudrais souligner que je pense qu'il faut qu'on soit conscient qu'on représente la majorité. Quand je disais 78% des gens pour le désarmement nucléaire, oui, on a gagné beaucoup de choses dans la conscience des gens. Et donc, il faut en être conscient. Je vais essayer d'avancer. Donc, c'est pour ça que ce qui s'est passé ce week-end est extrêmement important. Quand même des millions de personnes à travers le monde. Ça m'a rappelé, moi, la mobilisation, même si on n'a pas réussi à empêcher, la mobilisation au moment de l'Irak. Dans le monde entier, les gens se sont mobilisés sur la question « on veut vivre ». Dans un peu plus de justice, dans un monde vivable. Alors, nous, notre force, c'est vraiment les solidarités nouvelles qu'il faut créer entre nous, entre les différents mouvements, et aussi entre le Nord et le Sud, de solidarités nouvelles pour la paix, pour construire, et voilà, je vais y venir. L'importance de l'opinion publique. Alors, deux ou trois exemples. En 2015, on a créé le collectif En Marche pour la paix. On était après les attentats et on se disait, mais comment on va s'en sortir ? Ils vont nous faire subir ce qu'ont subi les Américains, restriction des libertés, augmentation des dépenses militaires et policiarisation de la société. Ils l'ont fait avec les lois sur l'état d'urgence et compagnie, etc. Mais on a dit il faut qu'une voix se fasse entendre. Il y a un courant pacifiste en France et on a lancé en plein mois de juillet un appel. Fin des vacances, il y avait 50 organisations qui avaient signé en mois d'août. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 165 organisations, des grandes, des petites, mais ça va des communistes au CCFD, en passant par la CGT, par Solidaire, par ATD Quart Monde, qui se rejoignent ensemble pour dire oui pour la paix, pour le progrès social et non et oui au désarmement nucléaire. Je pense que c'est important. Au plan international, comme Ariel l'a dit et d'autres l'ont dit, c'est un véritable front qui est en train de se créer au niveau international. 120 États au niveau des Nations Unies, mais Ariel le disait, la Confédération syndicale internationale, les mouvements internationaux comme Pax Christi, la Croix-Rouge internationale. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire, même s'il y a une contradiction entre le mouvement populaire et tout ça, et les traductions au niveau international, mais quand même, il y a quand même que 9 États toujours qui ont l'arme nucléaire. Donc, de nouvelles formes d'action se mènent aussi, qui sont intéressantes avec des choses comme Disclose. Donc, sur quel objectif ? Respect du droit, revenir à la Charte des Nations Unies, quelqu'un l'a déjà dit, l'article 26 qui dit qu'il doit consacrer que le minimum d'argent pour la sécurité, les objectifs du développement durable, les ODD, qui ont été adoptés par consensus à l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2015 et sur lequel travaillent par exemple des gens comme Secours Populaire ou le CCFD ou d'autres plus que nous peut-être, les conclusions du GIEC et de la Convention de Paris et les résolutions sur la culture de la paix. Et là, je voudrais faire, j'ai sûrement été obligé de... Un petit raccourci sur la culture de la paix en vitesse. Une minute, ça va être dur. Mais donc vous irez voir sur le site du Mouvement de la paix. La question de la culture de la paix, c'est pas la culture, c'est la culture en anglais, culture, c'est vraiment construire, c'est labourer. Et donc, les thèmes, c'est aussi bien le développement durable, la condition du femme, la démocratie, la diminution des dépenses d'armement, et surtout, la deuxième partie de la résolution des Nations Unies, c'est que rien ne sera possible sans la mobilisation des peuples. Et souvent, on lit que... Donc, je vous invite à regarder Donc, pour ce qui nous concerne, on a commencé à travailler sur les alternatives, en écrivant un livre blanc pour la paix qui est signé par 43 organisations. Et c'est pas si simple que ça de faire un bouquin avec 43. On en a vendu quand même 3500, ce qui est pas si mal. Et je crois qu'il faut travailler là-dessus, et donc sur les alternatives.
Alors, dans ce bouquin, on propose des alternatives sur la charte, en s'appuyant sur la charte, les ODD, l'Organisation internationale du travail, etc., mais en proposant aussi des réformes structurelles. Et surtout, il faut partir des besoins des gens. Et pour terminer, c'est cette bataille idéologique que disait mon ami Portella, de construire la paix par une diminution drastique des moyens militaires au profit d'outils juridiques, diplomatiques, sociaux et de développement et de moyens intellectuels, scientifiques, industriels et technologiques. Et donc, je viens d'écrire un article pour un journal qui s'appelle Cause commune sur l'idée qu'il faut prendre à bras-le-corps la question de l'emploi par une création d'une filière pour la paix. Alors, vous avez décrit un certain nombre de mécanismes, de commissions, il y en a plein qui résoudent les industriels et tout, mais il n'y a rien sur la question de la paix. Rien, de rien, de rien. Or, ça doit devenir un objectif politique, c'est un projet de société pour nous et pour le monde, et ça veut dire qu'il faut des moyens. C'est le moment de le faire. Dans les mois qui viennent, les communes vont être élues. Il y a les élections régionales qui vont... Et donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est l'élaboration par toutes les régions des contrats de plan État-région, des millions d'euros, et qui sont liés avec les programmes européens, les FEDER, les fonds structurels de développement des régions. C'est à ce moment-là que l'on peut, en travaillant avec les politiques, les syndicats, pour commencer un processus de... réorientation en fait de l'économie vers la paix, de diversification, si on veut, diversification des industries. Voilà. Le reste, je pourrais le dire. Voilà, je vais passer mon temps. Donc, je voudrais quand même terminer par une chose, c'est que, bien sûr, ça doit se défaire par le multilatéralisme, et Macron va aux Nations Unies dire « je suis le grand partisan du multilatéralisme » alors qu'il s'est opposé au Tian et qui pense que lui, le monde, il se discute à Biarritz avec les 7 plus puissants du monde, en mettant, l'ensemble de l'ONU sur la touche. Et deuxièmement, la France est intégrée totalement dans un dispositif qui est l'OTAN, qui pousse à augmenter les dépenses d'armement et le commerce des armes, qui est une organisation, l'OTAN, qui n'a plus aucune raison d'exister, et qui est, en termes de droit international, quasiment illégal, puisqu'il y a les Nations Unies qui sont chargées de réger les affaires du monde, et aujourd'hui, sous l'instigation des États-Unis, donc l'OTAN est en train de jouer un très très mauvais rôle pour la paix, mais bon pour les vendeurs de canons et les marchands d'armes, et ça aussi, il faudra qu'on s'en occupe. Merci, excusez-moi, j'ai un peu trop long. Non, merci, Roland, tu as été rapide. Merci.